Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro vit en exil depuis 5 ans et se dit victime d'une chasse à l'homme internationale de la part du président ivoirien Alassane Ouattara. Mais l'homme, condamné 2 fois par la justice de son pays, une fois à 20 ans et une autre fois à perpétuité, se dit fatigué. Fatigué de vivre en exil, fatigué de vivre loin de son pays. Mais quelles sont ses chances de retourner libre en Côte d'Ivoire? Comment comprendre la discorde entre les deux hommes et surtout quelles sont les voies possibles de décrispation entre les deux alliés d'hier, devenus aujourd'hui adversaires politiques, voire même ennemis? 3 invités avec moi pour en parler. Maître Brice Nzamba, vous êtes analyste politique, avocat au barreau de Paris. Nous parlerons dans cette émission, nous évoquerons les démêlés de Guillaume Soro avec la justice de son pays. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assel Touo, vous êtes, vous, le président de l'Observatoire international des droits. C'est une organisation supplémentaire qui vient s'ajouter aux 184 autres organisations parallèles à la Ligue internationale des droits de l'homme. Vous êtes par ailleurs un ancien cadre, c'est important de le préciser, de l'UNG de Stéphane Kipré, proche de Laurent Gbagbo, l'ancien président. Merci à Assel Touo d'avoir accepté notre invitation pour parler de la discorde entre Soro Guillaume et le président ivoirien. C'est moi qui vous remercie. Salif Koné, vous êtes, vous, un consultant indépendant, spécialiste des questions de sécurité. Évidemment, nous parlerons aussi des questions de sécurité dans cette émission, puisqu'il est reproché, entre autres, à Guillaume Soro d'avoir porté atteinte à la sûreté de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes un grand sympathisant du pouvoir ivoirien et même du RHDP, le parti au pouvoir. Merci, Salif Koné. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un visage aminci et défait que Soro et Guillaume a déclaré ce 9 novembre avoir été une fois de plus victime d'une tentative d'arrestation de la part du président ivoirien Alassane Ouattara à Ankara. Extrait. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022,
je me suis installé à Dubaï le 23 décembre 2022 de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, dit avoir échappé à une tentative d'arrestation à Istanbul, en Turquie. Brice Nzamba, très rapidement, il y a quelque chose de troublant dans la situation que décrit l'ancien Premier ministre ivoirien. Ce n'est pas n'importe qui celui qui parle. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans. Un homme intelligent. Donc on ne prend pas publiquement la parole pour dire n'importe quoi. S'il dit qu'il a échappé à une tentative d'arrestation, c'est sans doute vrai. On suppose, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais en même temps, il faut que j'ajoute, quel intérêt aurait le président ivoirien à vouloir l'arrêter en Turquie? Enfin, en tout cas, où il est. En quoi est-ce que Guillaume Soro a aujourd'hui un problème pour le président ivoirien, au point où il veuille l'arrêter? Voici ce qu'il dit. Ouattara a tenté de m'arrêter à Istanbul. Oui, alors, ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour qu'un État puisse arrêter le citoyen d'un autre État et puisse l'extrader à destination de son pays, du pays dont il a la nationalité, ouais, il faut d'abord qu'il existe un accord d'extradition entre les deux pays. Une coopération judiciaire. Voilà. Il faut qu'il y ait un accord. De coopération judiciaire, c'est encore un autre type d'accord. D'accord. Mais il faut qu'il y ait un accord d'extradition par lequel les deux États se sont engagés qu'en cas d'arrestation d'une personne poursuivie par l'État, oui, dont la personne a la nationalité, l'État où se trouvent ces citoyens va, du coup, extrader la personne dans son pays d'origine. S'il n'existe pas un tel accord, il n'est pas possible de procéder à l'extradition. Ça, c'est le premier élément. Bon, il me semble, selon ce que le gouvernement ivoirien a dit par la suite, qu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Donc qui a tenté de l'arrêter ça, c'est le premier élément. Maintenant, moi, ce que je pense dans ce que dit Guillaume Soro, c'est qu'il y a, à la vérité, des manœuvres qui sont menées par le président Ouattara à son encontre pour précisément l'empêcher de pouvoir s'organiser là où il est, afin de pouvoir déstabiliser son régime. Voilà, c'est-à-dire que partout où M. Guillaume Soro va, puisque M. Guillaume Soro, c'est un homme politique, il s'organise pour revenir en Côte d'Ivoire, je pense peut-être par tous les moyens. Guillaume Soro va essayer depuis la Turquie de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui, mais s'il va en Turquie, il n'y va pas pour, je dirais, acheter des biens. D'accord. Séparons les choses pour que ça soit plus clair pour ceux qui nous suivent. Qui aurait pu l'arrêter en Turquie? Oui, mais c'est possible que les forces de l'ordre de la Turquie, notamment les policiers, ils peuvent l'interpeller. Pour lui poser des questions ou pour peut-être procéder à des fouilles ou lui poser des questions pour savoir, par exemple, l'objet de sa visite. Et il peut échapper à la police turque? Alors ça, parce que nous, ce que nous n'avons pas d'éléments factuels consistants. Nous avons les propos de Guillaume Soro, mais nous n'avons pas la possibilité de vérifier la véracité de ces propos-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Turquie, on ne contrôle pas les gens au hasard. Donc, si M. Guillaume Soro a été contrôlé, ou il y a une tentative de contrôle, certainement que les forces de l'ordre turques ont été informées par les services de renseignement ivoiriens de l'arrivée sur le territoire turc de M. Guillaume Soro et éventuellement de ses intentions. Voilà. Donc, en ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent chercher à l'interpeller pour contrôler l'objet de sa visite à Ankara et ses intentions. Peut-être que moi, je pense que c'est plus plausible de penser dans ce sens. D'accord. Alors, moi, je l'ai dit, Guillaume Soro a été
Premier ministre pendant 5 ans. C'est un homme intelligent sans doute et sans aucun doute. Et il ne peut pas venir publiquement dire des choses comme ça s'il n'y a pas d'éléments concrets. Il faut aussi préciser que M. Guillaume Soro, c'est un homme politique et c'est important pour lui puisque depuis un certain moment, on n'entendait plus parler de lui. Il était un peu, maintenant un peu absent. C'est ce qu'on dit à Abidjan, justement. Médiatiquement. Et donc, c'est intéressant de pouvoir revenir sur la scène médiatique avec une information qui peut paraître un peu sensationnelle. Donc je pense qu'il y a aussi derrière cette sortie la volonté de communiquer et de rester présent dans l'esprit des Ivoiriens. Vous avez bien compris, Salif Koné, en posant ma question sur la véracité possible de ce que dit Guillaume Soro, j'ai tout de suite doublé cette question par une autre, celle qui consistait à savoir en quoi est-ce que Guillaume Soro est aujourd'hui un problème pour le président Ouattara au point où il veuille l'arrêter. Il dit « Ouattara a tenté de m'arrêter en Turquie ». Vous êtes un sympathisant du pouvoir ivoirien. Et pourquoi Ouattara aurait-il tenté de l'arrêter en Turquie selon vous? Bon, pour moi, aujourd'hui, comme l'a dit le camarade sur le plateau, aujourd'hui, on a la version du camp de Guillaume Soro, disant qu'il a échappé de façon inévitable à une arrestation en Turquie. Pour ma part, je pense que la Turquie, je pense qu'il y a un grand pays, si elle avait décidé de mettre la main sur Guillaume Soro, je pense qu'elle l'aurait fait. Si Guillaume Soro était sur le territoire turc, si le Guillaume Soro était dans les correspondances de l'aéroport ou autre, je pense que les autorités turques auraient mis la main sur lui. Donc vous voulez dire quoi? Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas la preuve palpable, je pense que dans un aéroport, il y a du passage, il y a les gens. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, Guillaume Soro n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Et je pense que si ce qu'il avance avait une preuve factuelle, il y aurait eu des gens dans l'aéroport avec leur téléphone, parce que tout le monde avec son téléphone aujourd'hui est un lanceur d'alerte potentiel. Donc au moins on aurait volé une image. On a vu ici des convois à feu le président Gon Coulibaly quand il partait pour se soigner en France, malgré que ce départ s'est fait de façon confidentielle. Peut-être lui a mis la puce à l'oreille avant. Donc c'est que si on on est dans la supputation. Donc là, comme on dit en politique, hein, les propos avancés par les politiciens n'engagent que celui qui les a tenus. Donc, si je prends aussi la dernière déclaration du ministre Vagando de la Sécurité, lui, ministre de la Sécurité ivoirienne, déclare qu'il n'est pas au courant de cette tentative d'arrestation en Turquie par l'État du Côte d'Ivoire. Salif Koné, dites-nous, quel est le véritable problème entre le président Ouattara et Soro Guillaume? Alors, pour moi, si je prends un peu de recul, hein, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le président Soro Guillaume ici, je dirais tout simplement que je pense que ce qui a agacé, je pense que le régime en place, c'est les propos qui ont été tenus par le président Soro Guillaume. À quel moment? À un moment où il avait vraiment le vent en poupe. Il faut savoir que le président Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a coopéré avec tous les régimes en Côte d'Ivoire, il s'est créé un réseau au Burkina Faso avec les militaires au temps de feu, au temps de Blaise Compaoré. Il a été militant au niveau de l'AFESI, donc il a un maillage, un ancrage en Côte d'Ivoire qui est vraiment très important. Il a aussi coiffé les 8 chefs de guerre qui étaient situez-nous dans la temporalité des événements. Les propos auxquels vous faites allusion, ils ont été tenus pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale? Oui, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, je pense que de la bouche même de Soro Guillaume, il a dit, et je cite, que lui, il quittait le tabouret, il laissait le tabouret pour venir prendre le fauteuil. Ça, c'est vraiment un pavé vraiment qui a éclaboussé. Et non, ça c'est quand il démissionnait qu'il a dit ça. Oui, mais c'est des propos qu'on vous laissez, quand on connaît le tempérament de Soro Guillaume en disant ça, ça laisse supposer que il va revenir d'une certaine manière au pouvoir. C'est un citoyen ivoirien, il a le droit de rêver, d'avoir des ambitions présidentielles. Oui, mais la seule image qu'on avait à cette époque de Soro Guillaume, c'était quelqu'un qui était à la tête d'une rébellion. On n'a pas trouvé Soro Guillaume démocrate durant le régime. Salif Koné, Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. Oui. Il n'y avait plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y avait plus de rébellion, c'était vraiment une rébellion de façade.
Jusqu'à présent, la rébellion a continué en Côte d'Ivoire. Il y a eu une rébellion aujourd'hui en Côte Oui, d'Ivoire. puisque en ce moment, il y a des cellules dormantes en Côte d'Ivoire. Donc, si on résume, ce sont les ambitions présidentielles de Soro Guillaume qui lui valent aujourd'hui d'être en exil. Oui, je pense que c'est ça. Vous pensez que c'est ça? Pour certains, si je reviens, qui disent que ce que Soro Guillaume dit n'est pas un fait d'actualité, c'est quelque chose qui est banal. Je pense que toutes les diplomaties, toutes les médias aujourd'hui en parlent. Le seul fait que la preuve, nous faisons une émission aujourd'hui sur cette actualité. Soro Guillaume arrive sur le continent africain, pas n'importe lequel, donne déjà un message aujourd'hui à la Côte d'Ivoire des intentions ou du positionnement de Soro Guillaume par rapport à son ancrage dans ce pays africain. Effectivement, ce 21 novembre, Soro Guillaume, depuis ce 21 novembre, séjourne au Burkina Faso, après avoir séjourné au Niger. Mais on reviendra sur ces différents séjours et leur portée possible à Saint-Tour. Vous êtes ivoirien aussi. Vous qui connaissez l'histoire politique de votre pays, quel est le problème véritable entre le président ivoirien et Soro Guillaume? Au-delà de la question liée à ses ambitions politiques, présidentielles, on pourrait même dire que tout Ivoirien non condamné a le droit de rêver, a le droit de vouloir devenir président de la République. Pourquoi ça doit être un problème? Il n'est pas le seul à rêver, à se rêver président de la République en Côte d'Ivoire. Pour autant, le président Ouattara n'a pas créé de problème à tous les autres. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement, selon vous? Tout à fait. Il faut resituer, effectivement, il faut faire la chronologie des problèmes auxquels Soro fait face aujourd'hui. Et dans ces problèmes sont de deux ordres. Il y a des problèmes politiques et il y a des problèmes d'ordre judiciaire. Problème politique, ça commence dès l'instant où Soro Guillaume n'accepte pas de rejoindre le projet RHDP. Parce que pour lui, c'est un projet auquel il ne croit pas. Pourquoi? C'est son droit. Bien sûr, je demandais l'explication. Il a dit qu'il ne croit son droit, oui. Il a dit qu'il ne croit pas. Mais ça veut dire quoi, il ne croit pas? Pour lui, oui. Si je me réfère à ses propres propos, il a dit que pour lui, le projet RHDP est un projet qui ne va pas réunir la Côte d'Ivoire, est un projet clivant. C'est pour ça qu'il a refusé de rejoindre. Et dans la foulée de ce refus, Soro avait pour intention de rejoindre une coalition politique qui s'est formée à l'époque. C'est vrai. Avec le PDCI RDA. Absolument. Avec le président Bédié en leader de cette coalition. Donc politiquement, voici les désaccords qui ont créé le divorce entre Soro Guillaume et M. Ouattara. Mais attention, ne mélangeons pas les déboires, les désaccords politiques et les problèmes judiciaires que Soro Guillaume a avec l'État de Côte d'Ivoire et avec la justice ivoirienne. Bien sûr, on reviendra sur ce plan. Oui. Soro Guillaume est aujourd'hui en exil parce qu'il refuse son choix d'aller en Côte d'Ivoire pour répondre au procès judiciaire dont il était l'objet. Il a été poursuivi pour atteindre la sûreté de l'État, ce qui lui a valu la condamnation à perpétuité. Il a été poursuivi aussi pour recel de détournement de deniers publics. Voilà. Et blanchiment de capitaux. Ouais. Dans la deuxième partie, on reviendra sur ces différents éléments. La condamnation à 20 ans. Oui. Mais il est important, Richard, de préciser une chose. Parce que dans la communication de Guillaume Soro tout à l'heure qu'on a écouté dans sa déclaration, il a tendance à confondre M. Ouattara et la justice ivoirienne. M. Ouattara est le chef d'État de Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il y a une justice et il y a un gouvernement. Il ne faut pas que M. Guillaume Soro, qui a été un dirigeant politique de haut niveau, soit celui-là qui confonde l'exécutif et le judiciaire. Et pour moi, un fait étonnant, Richard, et j'aurais fini, si aujourd'hui Guillaume Soro lui-même affirme que Ouattara ou l'État de Côte d'Ivoire, c'est comme il veut, tente de l'arrêter, mais cette déclaration contient une information clé que je vais révéler ici. Guillaume Soro est en France. Il se considère, lui, comme en exil. Oui. Si la France peut intimer l'ordre à Guillaume Soro de quitter, enfin, si une autorité de France peut intimer l'ordre à Guillaume Soro de quitter la France, cela signifie qu'en France, Guillaume Soro n'était pas alors donc un réfugié politique. Ce qui est étonnant pour un homme politique de la trempe de Guillaume Soro. Parce que être en exil... Non, on peut être en exil sans être réfugié. Exactement. Être en exil, c'est une situation de fait. Mais avoir le statut... C'est vivre hors de son pays. Oui. Et pour des raisons indépendamment de sa volonté. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, pourquoi un homme politique de la trempe de Soro Guillaume peut être en exil en France, pays réputé pour respecter les droits de l'homme, et ne pas
se faire reconnaître le statut de réfugié politique. Où voulez-vous en venir? Je vais venir à la conclusion que j'ai du mal à comprendre, Richard. Pourquoi? Et ça, c'est un constat fait dans la démarche politique de l'homme dans son parcours. Pourquoi Soro Guillaume a tant de mal à s'accommoder aux cheminements légaux, aux exigences, aux compétitions démocratiques que lui imposent ses propres ambitions politiques? Je suis en exil en France, je suis homme politique. Je sais qu'il existe un droit international humanitaire qui protège les personnes persécutées. Donc, il confère un statut de protection internationale mais l'objectif personne en France, de Soro, même pas Macron, personne en France, mais l'objectif de Soro Guillaume, si on a bien France. Compris, d'ailleurs il dit qu'il est fatigué de vivre hors de son pays. Ce n'est pas d'acquérir un statut de réfugié et de vivre indéfiniment hors de son pays. Son objectif, c'est de retourner en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de statut de réfugié définitif. Non, c'est une façon de parler. Au fond, si vous êtes pourchassé par les autorités de votre pays, oui, et vous demandez l'asile, on vous l'accorde, oui, et tant que les autorités sont en place, vous restez dans le pays qui vous a accordé l'asile. On n'a pas compris à travers Brice Nzamba et les propos de Guillaume Soro que son objectif c'était d'acquérir quelconque statut de réfugié. Mais ce on sait par contre, et il a dit dans l'une de ses déclarations, c'est que le président Alassane Ouattara m'a promis, dit-il, qu'après 2 mandats, ce serait moi. Et visiblement, il n'était pas en situation de tenir... enfin, du moins, selon lui, le président ne tiendrait pas ses promesses. Oui, mais en fait, il faut savoir qu'en politique, il y a des pactes parfois qui sont noués entre des alliés, notamment dans la quête du pouvoir ou même la gestion du pouvoir. Et comme on l'a évoqué ici, c'est que M. Guillaume Soro a joué un rôle prépondérant dans la prise du pouvoir du président Ouattara en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'est plus un secret aujourd'hui. On sait que M. Guillaume Soro a manœuvré toute la partie militaire du retour de l'accession du pouvoir du président Ouattara, et lui-même il le dit, il le témoigne, et donc il pouvait prétendre, je ne sais pas si c'est légitime, mais en tout cas il avait le droit de penser qu'après avoir servi loyalement le président Ouattara, et que le président Ouattara, à l'issue de ses mandats, lui qui était encore très jeune à cette époque-là, il pouvait prétendre à la succession. Voilà. À partir du moment où il a vu que les signaux ne concordaient pas et ne convergeaient pas dans ce sens, il a anticipé. Il s'est dit que non, il est peut-être mieux pour moi que je puisse me retirer. Donc, et d'aller mon chemin seul. Voilà, et de pouvoir m'allier avec d'autres personnes en vue d'accéder au poste de pouvoir. Donc c'est politique, on ne peut pas le lui reprocher. Et c'est même légitime. Non, on ne peut pas le lui reprocher. C'est légitime parce que chaque homme politique, comme je le pense, on forme un parti politique parce qu'on a des ambitions de gouverner son pays. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Donc aujourd'hui, le président Ouattara a la vérité, le vrai problème, la vraie pomme de discorde, c'est qu'il ne peut pas y avoir un Ouattara en Côte d'Ivoire et un Soro en Côte d'Ivoire, et alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Voilà. Donc aussi longtemps que le président Ouattara aura des ambitions de rester au pouvoir, il ne pourra pas tolérer un Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Puisque les deux ont à la vérité. C'est son analyse, je parle par rapport aux faits. Puisque les faits indiquent qu'à partir du moment où à partir du moment où Guillaume Soro a annoncé en tout cas ses ambitions présidentielles, tout a été mis en place pour précisément lui enlever ses droits civiques, et notamment son éligibilité, puisqu'il y a eu des condamnations qui ont été prononcées contre lui, et donc il était inéligible. Bon, moi, le collègue à ma gauche dit qu'il doit respecter les procédures légales, mais Guillaume Soro l'a fait, puisqu'il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une voie de recours qui est la loi rapidement avant de marquer une courte. Il l'a fait. Donc il y a une décision qui a été rendue. Il y a une décision qui a été rendue et qui autorisait à M. Guillaume Soro de se présenter et suspendait les condamnations qui avaient été prononcées contre lui. Ce qui n'a pas été respecté. Ce qui n'a pas été respecté. D'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré a retiré la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme sur la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, pour un État qui se dit démocratique, c'est quand même extraordinaire. Richard, une petite précision, si tu permets. Oui. Il faut qu'il soit su et intégré par Guillaume Soro et par tout homme politique qui veut diriger la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne figure pas au patrimoine personnel de Ouattara. Donc Ouattara n'a ni vocation, ni pouvoir, ni le droit de céder la Côte d'Ivoire en héritage à quiconque.
Effectivement, c'est une précision qui a de sens. Si on met de côté les calculs politiques, mais la politique, mais la cooptation politique, si Guillaume Soro estime qu'au sein du RHDP, il arrive en première position devant le ministre Bakongo, devant le ministre Madou, s'il estime cela, il peut à la limite réclamer l'investiture du RHDP. Donc le soutien de Ouattara. Mais non, à partir du moment où il refuse d'adhérer au RHDP, il ne peut pas demander l'investiture au RHDP. Mais si donc il estime que Ouattara lui doit des choses politiquement, il peut les réclamer, mais sous forme de soutien, non pas sous forme de permet de poser cession très rapidement la Côte d'Ivoire en termes d'héritage. La question se comprend parfaitement et celle que vous posez, c'est ce que vous dites, permet de poser la question, de constater d'abord et de poser la question de la rudité quand même, la dureté du président ivoirien vis-à-vis de son fils. Son fils, il appelle son fils. Quand on a fait des promesses à son fils, qu'on n'est plus en situation de tenir pour 1000 raisons, on voudrait quand même, il est quand même souhaitable qu'on soit tendre vis-à-vis de son fils, qu'on lui explique peut-être que tu es encore jeune, tu as le temps de grandir. Pour l'instant, les contingences actuelles ne me permettent pas de te coopter. Mais on n'a pas compris, on ne comprend pas à travers les déclarations de Soro Guillaume que le président a eu cette démarche vis-à-vis de son fils, à qui il a fait des promesses. Quand on écoute le président Soro Guillaume dans les déclarations incendiaires, ça veut dire que malgré son exil de 5 ans, son atterrissage à Niamey, la dernière déclaration qu'il vient de faire, il remet encore de l'huile sur le feu de par les propos vraiment très agressif, très... moi, je ne vous parle pas de 2023, voilà. Je vous parle de 2019, 2020. Oui, mais on reproche aujourd'hui... Voire avant. Je pense que Soro Guillaume, avec le président Ouattara, le président lui a fait vraiment du tapis rouge. Il avait la confiance du président, il était assis pendant des années à la droite du président, on le voyait pendant le défilé du 7 août. Visiblement, c'était pas assez. Tout ça. Donc après, je pense que le président Soro Guillaume aujourd'hui a décidé, lui, de prendre son envol. Donc il a décidé de quitter le navire. Donc quand on quitte un navire, on ne s'attend pas à ce qu'on vous jette une bouée. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à la discorde entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Salif Koné, vous étiez en train de nous expliquer avant la pause la portée du séjour au Niger de Guillaume Soro. Quelle portée ça peut avoir selon vous? Alors, pour moi, mon analyse, le fait qu'un pays membre de l'Union de la CEDEAO, sachant très bien les déboires que M. Guillaume a avec la justice de son pays, dans un premier temps, et le régime en place, et en exil depuis plus de 5 ans, d'accord, accepte de recevoir le président Guillaume Soro de façon officielle sur le territoire du Niger. Puis, aujourd'hui, on entend que M. Guillaume Soro navigue dans la zone des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina, montre aujourd'hui que M. Guillaume Soro a, à l'intérieur de cette zone-là, des ramifications à haut niveau qui sont capables d'être des rampes de lancement pour déstabiliser le régime en place. Et personnellement, accueillir M. Soro Guillaume au Niger sur le territoire est comme déclarer aussi une guerre
contre la Côte d'Ivoire. Qui déclare la guerre à la Côte d'Ivoire? La junte militaire. Au Niger, le fait de recevoir Solo Guillaume. Est-ce que c'est quelque chose, c'est répondre, d'accord, aux déclarations qui ont été faites par le président de la République quant au renversement de M. Bazoum, où le président Ouattara a demandé, était prêt à envoyer des soldats pour aller combattre au Niger. Est-ce que le Niger n'est pas en train, en accueillant Guillaume Soro, essayer de rendre la monnaie de la pièce au gouvernement ivoirien en leur acceptant que M. Guillaume Soro puisse de façon officielle demeurer sur le territoire et lui garantir la fin de son exil et une sécurité sur le territoire africain? Que répondez-vous à l'analyse de ce Salif Koné? Oui, mais en fait, ce que je dois dire, moi, c'est que le président Ouattara est en train, à la vérité, de payer les conséquences de son positionnement liées notamment aux différents coups d'État qu'il y a eu, aussi bien au Mali d'abord, ensuite au Burkina et enfin au Niger. Puisque, comme nous le savons, le président Ouattara était vraiment la tête de proue de la CEDEAO concernant les mesures économiques à prendre et même pour le Niger, l'intervention militaire. Donc, à partir de ces moments-là, le président Ouattara apparaît comme étant, en fait, le régime Ouattara apparaît comme un régime hostile à ces trois régimes dits des juntes militaires. Donc, ces régimes-là, donc les régimes de transition, considèrent que c'est de bonne guerre de pouvoir rendre la monnaie de la pièce au régime Ouattara en soutenant éventuellement le président Guillaume Soro dans sa démarche de retour en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense qu'on n'en est qu'au début de ces conséquences-là. Parce que pour l'instant, c'est un signal. C'est un signal qu'on envoie au président Ouattara. Il y a un message politique. Voilà un message politique qu'on lui envoie en lui disant, bon, voilà, nous sommes prêts à te rendre la pièce de ta monnaie, en allant même plus loin si on le voulait. Donc, le président Ouattara, s'il est bien conseillé, il doit, à mon avis, entrer dans un processus d'apaisement avec ces régimes-là, c'est-à-dire mener des démarches diplomatiques un peu pour pouvoir adoucir ce qu'il y a à adoucir et compte tenu du passé récent, notamment au positionnement de la Côte d'Ivoire par rapport à ces régimes. Il faut dire que pour le Mali, il y avait déjà des accords qui avaient été trouvés avec le régime malien, notamment concernant les militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés. Oui. Donc il y a eu des accords, et puis aussi il y avait des exigences du régime malien par rapport aux opposants qui étaient à Abidjan, les opposants maliens qui étaient à Abidjan. Donc il y a déjà un dialogue entre le régime de Ouattara et le régime malien. Je pense même que c'est peut-être pour ça que Guillaume Soro n'est pas apparu au Mali. Mais il avait envoyé son conseiller, Franklin Yamsi. Oui, à l'époque où il n'y avait pas encore accord sur les militaires. C'était à l'époque. Mais je pense que le président Ouattara serait bien conseillé de pouvoir entamer le plus vite possible des mesures diplomatiques pour apaiser la tension qui peut exister entre la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina et le Mali. Pour qu'on comprenne bien, quelle est la nature de la menace au fond vis-à-vis du président, enfin du régime ivoirien? Concrètement, le régime ivoirien craindrait quoi? Oui, mais alors, ce qu'il faut craindre, c'est que, comme je le dis souvent, c'est-à-dire que dans le jeu politique, dans le jeu politique, la question est bien ciblée. Parce que dans le jeu politique, aussi longtemps que l'espace politique, un espace politique existe, dans lequel chaque acteur politique peut intervenir, il n'y a pas beaucoup de risques, puisque l'espace politique est organisé par des règles. On sait que si vous voulez être chef d'État ou président, il faut candidater, il faut participer aux élections, etc. Mais à partir du moment où l'espace politique, au sein de l'espace politique, il y a une restriction, c'est-à-dire qu'il y a certains acteurs politiques qui n'ont pas accès au jeu politique comme il se doit, le risque, c'est que ces acteurs qui se sont exclus du jeu politique puissent vouloir revenir dans le jeu politique par d'autres moyens. Donc le risque pour la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est-à-dire c'est de pousser Guillaume Soro à vouloir revenir dans le jeu politique par des moyens autres que les élections présidentielles, que les élections démocratiques. Dont il a été exclu. Donc moi, le risque que je vois, c'est ça. Voilà. À ce tour, très concrètement, et pour dire en peu de mots ce que dit Maître Brice Nzamba, qui analyse politique, les trois pays pourraient se coaliser, Mali, Burkina Faso et Niger, les trois pays-là pourraient, sur demande de Guillaume Soro, se coaliser militairement pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, le régime ivoirien. Pas la Côte d'Ivoire, mais le régime ivoirien.
un État a des amis, un État a des ennemis. Ce n'est pas nouveau que le Niger, le Burkina et le Mali soient dirigés par des régimes qui n'approuvent pas le président Ouattara. C'est une possibilité, c'est une réalité, mais pour moi, ça ne justifie pas que M. Guillaume Soro, si on veut respecter son parcours politique et la posture qu'il revendique, ça ne justifie pas que Guillaume Soro puisse envisager de s'appuyer sur ces 3 pays pour apporter en Côte d'Ivoire la déstabilisation. Vous voyez, moi, je préfère prendre la décision de ces 3 pays-là d'accueillir, ces 2 pays, le Niger et le Burkina, d'accueillir Guillaume Soro. Je préfère prendre cette information sous l'angle humanitaire. Parce que pour moi, ces 2 États ont le droit d'accueillir une personnalité politique qui se dit traquée, pourchassée, ne serait-ce qu'en tant que personne en exil. Donc, au plan humanitaire, ça s'explique. Ce qui m'a par contre gêné, Richard, c'est la phrase que Guillaume Soro, sur laquelle a insisté Guillaume Soro durant ces 2 audiences au Niger et au Burkina, en disant que des régimes prétendument démocratiquement élus ont refusé de me recevoir, là où des régimes militaires me reçoivent. Là encore, Richard, je suis déçu de constater que Guillaume Soro, 15 années de statut de dirigeant politique de haut niveau, n'a pas encore intégré que les gouvernements civils démocratiquement élus n'ont pas la même démarche que les gouvernements militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. C'est dommage. Alors, revenons très rapidement sur les démêlés de l'homme avec la justice. Nous avions posé la question dans la première partie de notre émission si il a des chances de retourner libre en Côte d'Ivoire, puisqu'il dit qu'il est fatigué de vivre loin de son pays. Il a vocation à retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes en avril 2020. Le tribunal correctionnel d'Abidjan le condamne à 20 ans de prison et à une amende de 4,5 milliards de francs CFA. 6,8 millions d'euros à peu près, et le déchoix de ses droits civiques, ce qui fait qu'il ne peut plus aller aux élections. Ce n'est pas fini. Juin 2021, la Cour d'assises d'Abidjan le condamne à perpétuité pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais comment rentre-t-on dans un pays quand on a tout ça au dos? Non. Mais avant vous, très rapidement... Alors, pour moi, je pense que les démêlés du président Soro Guillaume sont des démêlés politiques. Pour l'ensemble des Ivoiriens qui vivent sur cet espace, on fait la différence entre Soro Guillaume, l'homme, le militant, le fougueux, et ces démêlés avec le parti au pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense que pour l'ensemble des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire reste pour l'instant calme, parce que nous savons que c'est des démêlés politiques. Parce que dans le passé, on a eu déjà des hommes politiques qui avaient déjà été condamnés à des peines assez lourdes, et avec la collaboration de certains intervenants, on a réussi à... Vous voulez dire qu'il a bénéficié d'un procès politique? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro, en guillemets, est pourchassé par le régime, parce que, comme il a dit, il y a un deal. Mais ce deal, personne ne peut aujourd'hui. Donc on a toujours cette bande noire qui reste à l'ensemble des analyses que nous sommes sur ce plateau-là, pour pouvoir avoir les éléments matériels, pour pouvoir justifier ou envoyer la preuve factuelle de ce que Soro Guillaume dit. Donc l'engagement qui est pris par lui au profit de M. Ouattara, c'est entre les deux hommes. Et pour l'instant, le président Ouattara, de par sa posture, n'a pas communiqué sur les griefs que M. Soro Guillaume aujourd'hui dénonce sur les plateaux télé. Et moi, personnellement, je pense que Guillaume Soro n'est pas vomi ou rejeté par le régime en place. Je pense pour ma part que... Vous pensez qu'il peut aller en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est la posture. C'est la posture. Vous voyez, l'agressivité qu'il a eu pour dire que c'est un régime immaculé. Vous voyez, c'est des propos qui sont incendiaires.
qui disent que c'est un régime aux ordres, qui disent que le président va s'asseoir, on va lui donner un tabouret pour lui donner un conseil, qui dit que moi je quitte le tabouret pour m'asseoir. C'est des propos qui sont assez violents, qui sont assez agressifs. Et je pense que c'est l'erreur de la jeunesse qui fait que aujourd'hui Soro Guillaume est pris dans ce tourbillon-là médiatique, et non parce que lui-même il représente pour le régime Ouattara. Je vois que Richard est beaucoup sceptique sur la possibilité d'un retour pacifique de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je te comprends, Richard. Ah, moi, je n'ai pas d'avis sur ton inquiétude est d'autant plus légitime qu'il n'est pas encore observé dans la posture de Guillaume Soro une disposition à pouvoir aller à la négociation, au compromis politique avec le pouvoir en place. Parce que n'oublions pas, il y a des faits quand même, il y a des faits matériels qui fondent la justice ivoirienne à poursuivre Soro et à le condamner. Je ne dis pas que la condamnation est forcément judiciairement ou juridiquement fondée, mais je dis... Pour vous, il y a des faits qui justifient... Il y a des écoutes téléphoniques dans lesquelles on peut entendre ce qui serait, et je parle conditionnel parce que je considère que M. Guillaume Soro, il a toujours la présomption d'innocence, ce qui serait... Ah non, il est déjà condamné. Oui, mais il a des recours. Ah oui, possible. Recours. Ce qui serait sa voix en train de planifier une déstabilisation de la Côte d'Ivoire avec des personnes. Il revenait à lui, certes, il revenait à la justice ou à l'État de Côte d'Ivoire de prouver sa culpabilité, mais il a aussi le droit de pouvoir venir prouver son innocence. Donc je n'accepte pas sur ce plateau qu'on dise que Guillaume Soro est encore en exil parce qu'il a des ambitions. Ce n'est pas vrai. Et quand on est en exil, homme politique, il y a des solutions. Et ici, si je parle comme ça, les citoyens ils vont un peu m'en vouloir parce que Guillaume Soro a la chance d'être un condamné politique. Dans ce statut, il a la possibilité de pouvoir avoir des compromis avec le pouvoir pour organiser, négocier son retour en Côte d'Ivoire. C'est un aspect important que vous abordez là et que nous approfondirons dans la troisième partie de notre émission. Mais avant, Brice Nzamba, vous êtes un homme de droit. Soro Guillaume dit dans l'extrait que nous avons écouté dans la première partie de notre émission, il ne dit jamais le président Ouattara, hein. Il dit toujours Ouattara, il ne l'appelle jamais président, mais ça, bon, c'est une remarque. Ouattara m'a fait condamner 2 fois par une justice aux ordres. Le monsieur qui parle a été Premier ministre pendant 5 ans et président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans. Institution qui vote les lois en Côte d'Ivoire. Et il dit, le président l'a fait condamner par une justice aux ordres. La première conséquence de ça, c'est que les hautes autorités de Côte d'Ivoire dictent aux juges leurs décisions de justice déjà. Oui. Alors, je pense que pour comprendre ce qu'il a dit... qu'il est victime d'un procès politique. Oui, parce que pour comprendre ce qu'il a dit, il faut d'abord comprendre d'où il parle, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été dans les arcanes du pouvoir, qui sait comment l'État ivoirien fonctionne, en tout cas sous le régime Ouattara. Et donc, il ne peut pas dire que les condamnations prononcées à son encontre ont été prononcées par des juges complètement impartiaux et libres. S'il le dit, ça veut dire qu'il doit se soumettre à la justice de son pays. Donc, il va se condamner lui-même. Donc, c'est de bonne guerre, c'est tout à fait compréhensible que d'où il parle, qu'il puisse dire que la justice est aux ordres. Voilà, parce que la seule manière pour lui de se défausser et de ne pas reconnaître de légitimité à ces condamnations, c'est précisément de dire que ces juges-là étaient aux ordres. Voilà, maintenant, moi, là où je trouve que son argument explique ou exige qu'on puisse approfondir tout de même ce qu'il a dit, c'est que quand vous êtes dans un état de droit, ça veut dire que vous respectez les procédures légales. À partir du moment où l'État de la Côte d'Ivoire considère que sa justice est une justice qui est impartiale et indépendante, et que donc M. Guillaume Soro fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme, qui est un recours qui est reconnu à M. Guillaume Soro par la loi, oui. Quand la Cour rend une décision, un État de droit, il fait quoi? Il exécute la décision. Mais l'État de la Côte d'Ivoire n'a pas exécuté la décision de la Cour africaine. C'est à partir de quelle date Guillaume Soro... C'est ça, c'est-à-dire que... Oui. C'est à partir de quelle date Guillaume Soro a commencé à penser que la justice ivoirienne est aux ordres? Depuis qu'il est poursuivi par la justice ivoirienne. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'il dit est plausible ou pas? C'est ça la question. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un État qui s'est dit de droit et qui n'exécute pas une décision qui est rendue par une juridiction sous-régionale, pour laquelle il a signé une convention pour reconnaître la compétence de cette juridiction.
Mais n'importe quelle personne qui réfléchit, qui raisonne, comprend que cet État est un État qui n'est pas un État de droit. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conséquence de cette décision, c'est que l'État ivoirien a décidé de ne plus reconnaître la compétence de cette juridiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a en face de nous un État qui ne reconnaît de compétences que quand la décision va dans son sens. Non, mais un État ne fonctionne pas comme ça. Avec vous, parce que dans ça, on peut faire, on a des exemples comme ça. Je prends la Cour pénale internationale où les Américains, dans la guerre, les Américains ont refusé. Non, mais les Américains, menacé des juges concernant ça. Non, les Américains n'ont jamais signé le statut de Rome. Donc ils ont le droit. Mais la Côte d'Ivoire a signé la convention qui reconnaît la Cour africaine. Aujourd'hui, on se rend compte que on a des puissances. Aujourd'hui, quand ça les arrange, ils lisent la loi. Quand ça les arrange pas, ils manipulent la loi. Il ne faut pas raisonner comme ça, monsieur. Je ne dis pas que je raisonne ça. Mais les États, je dis simplement. Quand un État signe une convention, il doit le respecter. Sinon, c'est un État voyou. Non, je suis d'accord. Sinon, c'est un État voyou. Moi, je ne peux pas accepter de dire que la Côte d'Ivoire ou la justice ivoirienne est un État voyou. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire sur ce plateau, je dis, nous sommes sur un volet politique. Que M. Soro Guillaume justifie, parodie ou dit qu'on a une justice immaculée rattachée au pouvoir, mais moi je ramène Soro Guillaume aussi pour dire que quand il était aux affaires, la justice a bien condamné des gens. A bien condamné des actions. Est-ce que ceux qui ont été condamnés... La question n'est pas là. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est est-ce que la décision prise, les décisions prises à l'encontre de M. Guillaume Soro sont-elles des décisions prises par un juge impartial? Non, la question qui est là, c'est que vous êtes dans une posture, parce que vous êtes un homme de droit, donc je comprends très bien votre posture. Même au-delà de ça. Moi, je vous dirais que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire, et que depuis la crise post-électorale jusqu'à ce que M. Guillaume Soro quitte la Côte d'Ivoire, il y a eu une justice qui s'est prononcée. À charge ou à décharge, contre des opposants qui avaient des propos aussi peut-être incendiés ou un truc qui ont été condamnés à des années plus loin. On n'a pas entendu... Oui, mais l'État de Côte d'Ivoire, M. Koné, n'est pas exemplaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez une convention internationale, en tant qu'État, vous devez respecter cette convention. Mais oui, mais le président Gbagbo qui est dans le même cas, le président Gbagbo qui est dans le même cas, oui, mais c'est pas... Je n'ai jamais entendu le président Gbagbo tenir des propos aussi incendiaires que ça. Mais dans quel cas est le président Gbagbo? Ça ne dit pas qu'il n'est pas condamné. Moi, je réponds à votre question. Oui, mais dans un État de droit, on ne peut pas laisser une personne qui est condamnée à une peine de prison ferme sur le territoire sans être interpellée, sans qu'il y ait une grâce. Dans un État qui fonctionne normalement, quand des personnes ont été condamnées, on prend une mesure de grâce à l'encontre, au bénéfice de ces personnes-là, et les personnes peuvent rentrer circuler dans le territoire librement. Mais vous ne pouvez pas, une personne qui est condamnée et qui doit donc exécuter sa peine et sur le territoire circule, ce n'est pas un état de droit, monsieur. Maître, je voulais répondre à votre question. La Côte d'Ivoire est bel et bien un état de droit. La Côte d'Ivoire, face à la Cour africaine des droits de l'homme, est un sujet de droit qui a elle aussi droit à des recours et à des contestations. Oui, mais les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sont sans recours. Hein. Attends, oui. Sont sans appel. Hein. Oui, mais... Et elles sont exécutoires normalement. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire, comme on en voit ici en Europe, à la Convention européenne, la France est condamnée à plusieurs. Mais la France a du mal à appliquer. La France n'a jamais remis en question la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un choix. Oui, mais il faut être conséquent. Soit vous êtes un État civilisé ou vous êtes un État voyou. Non, mais nous, on n'est pas d'accord. La France n'est pas un modèle de démocratie. Excusez-moi de dire. Comment? La France, pour moi, n'est pas une référence des démocraties. Ce n'est pas moi qui vais dire. Parce qu'on voit des choses qui sont aberrantes ici. Comparer la France à la Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas dit. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Africains. Oui, mais vous n'allez pas comparer la France. Vous n'allez pas comparer la France à la Côte d'Ivoire. En France, les ministres sont, là encore récemment, il y a un ministre qui a comparu devant la Cour de justice de la République. Voilà, c'est un modèle de démocratie. Pour moi, il devait démissionner, il ne doit même pas arriver là. Moi, je suis avocat en France, j'exerce le droit ici, je peux dire que la France, c'est un État de droit. Oui, et la Côte d'Ivoire a encore un long chemin à faire, mais ce n'est pas impossible. Je pense que la Côte d'Ivoire a encore un long chemin à faire pour être un État de droit comme il se doit. Respecter les conventions qu'il signe, c'est déjà bien. Je pense que le point central d'achoppement entre vous
c'est le non-respect par l'État de Côte d'Ivoire, de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, qui ordonne qu'on rétablisse Soro Guillaume dans ses droits civiques. Mais je me propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée à la discorde, nous l'avions dit, entre le président ivoirien Alassane Ouattara et l'ancien Premier ministre Soro Guillaume, qui vit depuis 5 ans en exil et qui est aujourd'hui reçu par les deux régimes militaires, du moins par les régimes militaires de la sous-région, celui du Niger et celui du Burkina Faso. Et nous avons vu dans la deuxième partie de cette émission que le séjour de Soro Guillaume au Niger et au Burkina Faso a une portée politique, cache un message politique, et nous en avons abordé les différents aspects. Puis vous, Hassan Touo, vous disiez dans la deuxième partie que Soro Guillaume n'adopte pas la bonne posture. Oui, parce que si on aborde la question aussi bien de l'angle du paternalisme politique, d'après lequel Ouattara serait le père et Soro le fils, c'est le fils qui, en tout cas dans la tradition africaine, ce n'est pas maître qui dira le contraire, encore moins connaît. Le fils a toujours tort. Ouais. Si on se met du point de vue du paternalisme politique, que je n'aime pas d'ailleurs, mais bon, qu'on évoque mais c'est ici. Comme ça, c'est la réalité, c'est la sociologie. Si on se met du point de vue politique, du rapport entre État et acteurs politiques, là encore, quand on se réfère aux propos frontaux, tout à l'heure qu'on a évoqué ici, quand Guillaume Soro s'est tenu dans un restaurant ici à Paris, entouré de quelques badauds festifs, pour affirmer que... Non, on va rester pour toi. Enfin, ok, d'accord. Pour affirmer que il avait fait asseoir le président Ouattara pour lui donner des conseils. Pour moi, venant d'un fils à la compte d'un père, c'est un peu trop fort. Aujourd'hui, il y a la possibilité, effectivement, pour le président, pour Guillaume Soro, d'envisager enfin une solution pacifique. Et pour moi, c'est dans son intérêt. Au moment où la Côte d'Ivoire est en train d'aborder un événement aussi historique que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro et de ses partisans d'être ceux-là par qui va arriver le voile de suspicion, de méfiance, de stupeur qui va planer sur la Côte d'Ivoire au moment où les Ivoiriens sont en train de s'apprêter à fêter. C'est pour ça que j'estime qu'une fois que Guillaume Soro a adopté la posture de réconciliation, le propos qui va avec, le comportement qui va avec, il n'est pas impossible que le président Ouattara soit disposé, et même le gouvernement de Côte d'Ivoire soit disposé à envisager un retour pacifique de l'homme politique Soro Guillaume. Et Maître Brice Nsamba, je l'ai dit dans la partie introductive de l'émission, Soro Guillaume, encore une fois, il a un parcours politique qui montre qu'il est un homme a priori intelligent. Ce que vient de dire Hassan Touo, il le sait. Mais il sait aussi que, et ce sera là ma question, il sait aussi qu'aujourd'hui, pour impressionner le président de la République, pour l'effrayer, la seule possibilité que tu as, c'est une rébellion armée. Et là encore, il faut que les rapports des forces militaires soient en ta faveur, sinon tu es écrasé. Il le sait aussi. Pourquoi il rentre pas, pourquoi il ne fait pas profil bas? Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en politique, pour qu'un dialogue soit entamé, il faut d'abord, au préalable, qu'il y ait un rapport de force. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes en position de faiblesse, c'est-à-dire que vous ne représentez plus personne et que vous n'avez plus beaucoup d'influence à l'intérieur du pays, vos soutiens s'amenuisent. Si vous faites une démarche auprès du régime pour qu'on puisse vous permettre de rentrer au pays, bon, le régime peut ne pas donner suite, puisque finalement, vous ne représentez plus rien du tout. Vous n'êtes plus une menace, à la vérité. Donc, le régime... Il le sait, non? Oui, c'est-à-dire que tout dépend de la stratégie que Guillaume Soro est en train de mener. C'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses. Ou vous négociez
parce que vous estimez que vous avez tout fait et que vous n'avez pas eu gain de cause et que finalement vous n'avez plus d'espoir, donc là vous vous rapprochez du pouvoir au rabais. C'est-à-dire que là, c'est un rapprochement au rabais. C'est-à-dire que c'est le régime qui va vous poser maintenant ces conditions. Oui. Le régime va vous dire, bon, vous allez rentrer et puis vous allez rester dans on ne sait pas s'il a tenté et ça n'a pas marché ou pas. Ça, on ne sait pas. Voilà, ça, on ne sait pas. C'est-à-dire que quand vous faites une démarche, il faut, pour quelqu'un d'intelligent, il faut être dans une position de rapport de force qui vous permet de pouvoir aussi imposer vos conditions à l'autre partie. Vous voyez? Donc, le président, en fait, Guillaume Soro, à mon avis, ce qu'il est en train de faire, c'est pour faire monter la pression. C'est-à-dire que pression sur qui? Sur le régime. C'est une manière de dire au régime, soit on négocie, hein, soit moi, j'ai des soutiens. J'ai des soutiens, et à partir de ces soutiens-là, je peux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, on peut négocier. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au préalable, avant d'aller à la négociation, il faut au moins qu'il y ait un rapport de force, puisque il faut dire que Guillaume Soro, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo... Alassane Ouattara, ce n'est pas Laurent Gbagbo non plus. Oui, mais pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il est quasiment impossible une rébellion armée en Côte d'Ivoire. Oui, mais parce que Guillaume Soro, il n'a que 50 ans. Oui, 51 ans. Donc, s'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il doit avoir un avenir politique. C'est irrémédiable. Donc, on doit lui permettre, à moyenne échéance ou à longue échéance, de pouvoir se présenter à la présidence de la République. Donc, il doit négocier cette possibilité-là. Or, le camp de Ouattara, qui souhaite succéder à Ouattara, conserver le pouvoir, ne va pas forcément voir ça d'un bon œil, d'avoir un concurrent sur le territoire. Donc, c'est un élément, c'est un casus belli, c'est un élément de débat et de discussion, de négociation qui n'est pas évident. Donc, tout ça va dépendre du rapport de force. Donc, moi, je pense rapport de force, c'est le mot-clé. Rapport de force. Nous sommes en 1990. Laurent Gbagbo vivait en exil en France. Il était quasiment dans la même posture que Soro Guillaume aujourd'hui. Oui, puis un jour, il décide d'entreprendre les démarches pour aller dire pardon au président Félix Houphouët-Boigny. Extrait. Je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on en a discuté avec les frères et les amis, que certains de mes propos en exil vous ont blessé cruellement. Je vous présente des excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'images dans ma petite région. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. L'oiseau, c'est notre jeune frère. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. Salif Koné, le président Félix Houphouët-Boigny, vient de dire quelque chose dans l'extrait qu'on enseigne dans les grands instituts des sciences politiques. C'est théorisé. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. C'est la question des rapports de force. Un oiseau qui se fâche contre l'arbre, il va voler toute sa vie, il aura mal aux ailes à un moment donné, il est obligé d'atterrir. Et il y a un monsieur qui est assis à côté de Laurent Gbagbo et du président Félix Houphouët, il s'appelle Alassane Ouattara, à côté dans l'image que nous venons de voir. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Il y a des précédents dans l'histoire politique de Côte d'Ivoire, finalement. Voilà, suite à l'extrait que vous venez de nous montrer, on se rend compte que c'est l'histoire qui se répète en Côte d'Ivoire. Donc on a eu déjà ce cas similaire avec le président Laurent Gbagbo lorsqu'il mettait fin à son exil en France. Il a décidé via ses réseaux, aujourd'hui, de rencontrer le président Félix Houphouët-Boigny à sa descente d'aéroport. Je me rappelle très bien, j'étais encore très jeune, encore au collège, avec à la descente d'avion le ministre le ministre de l'Éducation nationale qui était son patron de tutelle, Feu Bala Keïta, ou la conférence de presse qui a été donnée où le président Laurent Gbagbo demandait pardon
pour les propos qu'il avait tenus et que l'idée n'était pas de blesser la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui il demandait pardon et qu'il se mettait à disposition du pays pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Je pense que si nous restons dans cette démarche aujourd'hui pédagogique qui doit être vraiment enseignée aussi dans des écoles politiques pour dire que les paroles peuvent blesser, mais il faut rester fondamentalement attaché à son pays. Et je pense que le président Soro Guillaume aujourd'hui s'est rendu compte de ça. Il a demandé pardon, c'était l'un des premiers après la crise post-électorale, lorsqu'il a quitté le pouvoir, a demandé pardon aux Ivoiriens pour les gestes. Déjà, c'était une première démarche de mea culpa vis-à-vis des Ivoiriens. Je pense que c'est très bien. Et maintenant, dans un deuxième temps, je pense qu'aujourd'hui, les propos qui aujourd'hui ne font que mettre exacerber la tension. Sur la tension. Mais je ne pense pas qu'il est fâché avec la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une querelle de personnes entre lui et son père. Mais comme on dit en justice, on peut se fâcher comme son père, même quand on prend des coups vis-à-vis de son père. Ce n'est pas parce que son père ne vous aime pas qu'il vous donne des coups. Cela n'a rien à voir. Et pour rebondir un peu dessus, je pense que aujourd'hui, pour le RHDP, ils ont plus à prendre en compte vraiment la menace, parce que je vais appeler ça comme ça, parce qu'ils sont entourés d'un pays, des pays qui sont un peu hostiles à eux, et que cela crée de la tension au niveau des frontières. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, aujourd'hui, on ne fera plus de coups d'État comme on a l'habitude de voir. On a l'impression de voir qu'on fait moins de dégâts pour ne pas être emmerdé. Aujourd'hui, on fait des coups d'État de palais. C'est-à-dire qu'un ou deux personnes aujourd'hui peuvent se permettre aujourd'hui d'immobiliser un président et changer les choses. Donc, c'est pas le fait de mettre beaucoup d'armes à la frontière qui fera que parce que le coup d'État peut venir de l'intérieur. On a un problème aussi de génération. Parce que les pays qui nous entourent ou en truc, la Côte d'Ivoire, on a des chefs d'État qui sont de la génération de Soro Guillaume, qui ont une autre vision de l'Afrique. Et tout ça, ça compte dans la géopolitique aujourd'hui. Et Soro Guillaume, en allant là-bas, aujourd'hui, les cartes ont été rebattues parce qu'au moment où Soro Guillaume quittait en 2019 la Côte d'Ivoire, la géopolitique dans la région n'était pas la même. C'est vrai. Donc aujourd'hui, il faut rebattre les cartes et voir que la stratégie de Soro Guillaume en allant là-bas, c'est de s'intégrer, s'imprégner et changer son fusil d'épaule aujourd'hui pour pouvoir exister et rentrer dans son pays. Je pense que le président Ouattara a intérêt à plutôt s'entendre dans la sous-région qui est plus importante que des problèmes de personnes. Alors, encore une fois, la belle formule du président Félix Houphouët-Boigny, quand il dit, et il fait une humilité, mais une fausse humilité en réalité, quand il dit « l'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre », l'oiseau c'est vous, et l'arbre c'est la Côte d'Ivoire, c'est lui au fond. Il ramenait ça à lui, mais il voulait montrer son humilité. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, et Brice Nzamba, que Soro Guillaume rentre dans cette démarche-là, qu'il essaye de voir à travers d'autres chefs d'État peut-être comment engager le dialogue avec le président Alassane Ouattara pour qu'il puisse retourner au pays et bénéficier déjà d'une grâce présidentielle parce qu'il est encore une fois condamné à 20 ans de prison et à perpétuité dans un autre dossier. Oui, moi je pense que l'extrait il est très intéressant, mais il faut replacer l'extrait dans son contexte aussi de l'époque. Totalement. Et géopolitique. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps n'est plus le même. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Hein. La géopolitique a beaucoup évolué. Et puis, le parcours politique même de Guillaume Soro et de Ouattara sont différents par rapport au parcours qu'avait Laurent Gbagbo à l'époque et d'Houphouët-Boigny à l'époque. Donc, c'est un peu les circonstances qui sont un peu différentes. Voilà. Mais bon, moi, je pense que dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, et je n'ai pas de doute que Guillaume Soro aime la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de doute non plus que le président Ouattara aime la Côte d'Ivoire, puisque les deux ont en commun la Côte d'Ivoire, donc le fameux arbre dont parle le président Houphouët-Boigny. Il est nécessaire de pouvoir enclencher un dialogue. C'est-à-dire que le dialogue se fait toujours entre des personnes qui, à la base, se détestent, hein, ou qui ont des positions complètement diamétralement opposées. Voilà, donc ça peut commencer par des émissaires. Hein. Donc il faut trouver des émissaires. Guillaume Soro peut envoyer des émissaires à Abidjan, comme le président Ouattara peut envoyer des émissaires aussi, pour commencer déjà à prendre langue, à pouvoir discuter sur les modalités, les conditions d'un retour en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que le président Ouattara a beaucoup à gagner
à faire revenir Guillaume Soro en Côte d'Ivoire qu'à le laisser à l'extérieur. Vous pensez? Je pense, voilà. Parce que je pense que par rapport à la géopolitique actuelle, à la configuration de la sous-région actuellement, c'est plus dans l'intérêt du président Ouattara d'avoir Guillaume. Parce que comme on dit, c'est mieux d'avoir votre ennemi le plus proche de vous que de l'avoir loin. Voilà, quand je dis ennemi, c'est-à-dire quand vous avez un adversaire qui est vraiment irréductible, c'est toujours bien de l'avoir à portée de main que de l'avoir loin. Voilà, c'est-à-dire que le fait de pouvoir permettre à Guillaume Soro de rentrer à Abidjan sous quelques garanties, ça permettra au président Ouattara de pouvoir mieux contrôler les activités de Guillaume Soro et de savoir qu'est-ce qu'il fait, qui il voit et comment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il a la maîtrise de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. En le graciant au préalable, entendez-vous? Oui, nécessairement. Okay. Donc, en prenant ces mesures-là en amont. Mais aussi longtemps que M. Guillaume Soro est à l'extérieur, en plus, au Niger, au Burkina et au Mali, avec l'historique récent qu'on a entre le président Ouattara et ses chefs d'État-là, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Donc je pense que le président Ouattara lui-même, qui connaît dans quelles conditions il est venu au pouvoir, parce que c'est bien en passant par le Burkina. Bien sûr. Ça s'est fait. Ah, ça, je ne sais pas. Donc oui, on le sait aujourd'hui. Voilà, on le sait aujourd'hui. Donc c'est que si c'est quelqu'un qui sait s'instruire de l'histoire, il doit anticiper tout ça et éviter que ça devienne complètement hors contrôle. Donc il faut entamer le dialogue, les discussions, les négociations et permettre donc à Guillaume Soro de rentrer. Cette vidéo que nous voyons là, on a l'impression que quand le président Gbagbo parle, ça allait d'être facile, naturel. Mais pour en arriver là, à faire cette déclaration, et il écrit lui-même dans son livre qu'il a publié, Cahier d'un retour, pardon, Histoire d'un retour au pays. Il explique que quand un leader politique est en exil et que le temps vient du retour au pays, il y a toujours autour de lui deux tendances qui se dégagent. Il y a des partisans qui sont contre vindicatifs contre la réconciliation, et il y a d'autres qui sont favorables. Et Gbagbo a fait face à cette réalité. Et il écrit que devant cette réalité, il a choisi lui de prendre ses responsabilités. Quand bien même des partisans croyaient qu'il avait dealé avec Houphouët-Boigny, il a dit « je m'en fous. J'estime que le temps est venu. Le combat du FPI à l'extérieur est fini. Ce que le FPI aurait pu gagner à l'extérieur a été obtenu. Il est temps maintenant que le FPI capitalise son combat en étant sur le sol ivoirien par ma présence. » Et c'est pour ça qu'il choisit de faire cette déclaration-là à Houphouët-Boigny. Et pour moi, Soro doit en prendre de la graine parce que j'estime qu'aujourd'hui, dans le camp Soro, il y a des cadres, des talents qui ont bien envie de pouvoir s'exprimer dans un jeu politique démocratique. Et moi, je pense aussi que au niveau du parti au pouvoir, on a à l'intérieur du même parti des courants qui sont complètement différents. Par rapport à Guillaume Soro. On a des gens c'est ça qui aussi. sont Donc c'est les deux personnes qui font face. On a des gens aujourd'hui qui sont pour la paix, pour dire qu'il faudrait que ça reste quelqu'un, un enfant qui a été un peu égaré. Il faut le faire revenir à la maison, lui tirer un peu sur les oreilles et puis reprendre le combat. Et on a des gens qui sont très hostiles, qui sont dans une position de radicalisation pour refuser l'arrivée de Soro Guillaume dans le pays. Mais le président aussi, étant le chef aussi, c'est lui qui doit prendre aujourd'hui, taper sur la table et dire la récréation est finie et voilà la position du parti que nous devons avoir. On a vu des gens qui sont au niveau des RHDP qui se permettent d'avoir dans leur communication des postures aujourd'hui qui entraînent le parti ou dans des dérives. Donc le président aujourd'hui, c'est vrai, il n'a plus la fougue quand il avait, en 1984-86, quand il était Premier ministre en sortant de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, comme on dit, il y a un adage en Côte d'Ivoire qui dit quand un lion perd ses dents, un chat peut l'attaquer. Vous voyez? Donc le président Ouattara aujourd'hui, n'ayant plus trop la pertinence physique comme il avait avant, s'appuie sur des conseillers, sur un cabinet, sur des collaborateurs. La sagesse et l'intelligence de séparer Houphouët-Boigny et l'État de Côte d'Ivoire en disant « je m'excuse auprès de vous et je m'excuse auprès des Ivoiriens ». C'est important. Quand on est ambitieux et qu'on est appelé à requérir un jour le suffrage populaire,
La preuve, 10 ans après, il est devenu président de la République. Ben voilà. Donc, comme quoi, on peut être condamné et devenir prendre le pouvoir. Absolument. Merci. Merci à vous. J'espère que nous avons abordé les aspects essentiels de cette question-là et que les deux personnalités dont la Côte d'Ivoire a besoin, finiront par trouver un terrain d'entente et pas se réconcilier pour le bien-être de tout le monde. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et si vous voulez resuivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.